Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue donc dans cet événement de lancement de l'édition française du rapport Automating Society 2020 d'Algorithm Watch et de la Fondation Bertelsmann. Mon nom est Simon Chignard, je serai le modérateur, l'animateur de cette session, de cette matinée. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir en présence d'un certain nombre d'intervenants qui vont se succéder dans la matinée. Un petit mot d'introduction pour vous préciser que cet événement donc, est enregistré et qu'il se déroulera en partie en français et en partie en anglais. Donc après une courte introduction de la part de Frédéric Reinhold et Carla Husted, nous aurons le plaisir d'accueillir Fabio Ciussi, qui est le chef du projet et le responsable de ce rapport Automating Society, donc, qui vient d'être traduit en français. Et puis enfin, nous aurons une partie d'échange et de discussion avec l'ensemble des participants et notamment avec nos trois distingués panélistes, Caroline Lekenrod, maître de conférence de l'Université de Nice Côte d'Azur, Gaëtan Goldberg, chargé de mission auprès de la défenseur des droits, et puis Nicolas Kaiserbrink. Nicolas travaille avec Algorithm Watch à Berlin. Voilà. N'hésitez pas à utiliser, si vous le souhaitez, la fonction de chat pour vous présenter. Voilà, c'est aussi l'occasion de voir qui est présent et à poser vos questions avec le module Q et R, en tout cas en français, Q&A in English. Si vous avez des questions, on pourra avoir un moment dédié pour y répondre. Voilà. Comme je l'ai dit, cet événement aura lieu donc en français et en anglais. Et I'm going to switch to English right now. Good morning, everyone. My name is Simon Chignard, and I will be the moderator for this event. This event will be held in French and in English, but feel free to use both languages to ask your question. You can also use German if you want to ask questions to some of our panelists, because I think they also speak German, which is not really my case. But feel free to do it. Just to give you an overview of the agenda, first we'll have some introduction remarks by Frédéric Reinhold from Algorithm Watch and Carla Husted from Bertelsmann Stiftung. And after that, we'll have a detailed presentation of the report by Fabio Ciussi from Algorithm Watch. And next, we're gonna switch to French again to speak about the result of the report with our three brilliant panelists, and that I will let you introduce later. So welcome everyone again, and let's go. Let's start right now. And Frédéric Reinhold, I think you're the first to start, so please be welcome. Oui, merci Simon, et bonjour et bienvenue au nom d'Algorithm Watch. And please excuse that I now switch to English. And also again, good morning and a very warm welcome on behalf of Algorithm Watch to all of you. We are very pleased to see so many faces with us this morning. And it's with great pleasure that we are today presenting the French edition of our newly Automating Society report, which is a joint project by Algorithm Watch, but also the Bertelsmann Stiftung. Over the past years, we have been mapping automation in Europe across 16 countries, but also at EU level. We have gathered evidence on how automation and algorithmic systems are impacting our everyday life. Our idea behind was to show that automation nowadays is not an abstract issue anymore that's happening in the US or China or elsewhere, but something that's happening at home in our everyday life. It's directly affecting how we access health services, we access education, our access to social benefits. So it's in the middle, in the right of all our places. And the second objective we have were to establish a thoroughly and systematic research base, an evidence base for researchers all over the world. And also to provide a base that civil society and academics, researchers, journalists can build up on. So that's why for this time, we introduced an interactive website where you can directly access the findings as well. And we hope that this can serve as a base to build up on in the future. A third objective we had when compiling this report was to
provide tangible and accessible real life cases that both policymakers but also the wider public can relate to, and that can actually help to visualize basically the findings we have and how it's affecting us. Because our aim was to go beyond the usual expert groups and to reach people we may not have reached before. So that's why in this edition, we not only have the research sections and journalistic stories, but we also introduced graphic novels for the first time to hope to reach people we haven't reached before. And also today's, what to say, like a country-specific launch of the presentation, and to have a country edition of the report. Also, by this, we want to help to have conversation on all levels. So to bring, the expertise and the findings we have at country level to the EU level to see that there's a broader picture, but also take the findings we have at EU level back home to the debate at home and to the specific context. So I'm really happy that we have the discussion today in the French context and such a distinguished panel later on. So thank you a lot. And then finally, of course, the objective was also to not only present the findings, but also link them to action-oriented policy recommendations to really keep things moving. And we see how quickly things develop. And this requires also action on our side in the same speed. But yeah, and this is probably already my final remark, all this would not have been happening without the tremendous network of excellent researchers we have been collaborating with. And you know who I'm speaking about, and some of you are also sitting with us here today, but I really would like to extend my sincere gratitude to all of you, because your work is basically the backbone of this report. So thanks a lot. And last but not least, I also would like to thank Bertelsmann Stiftung for an excellent collaboration over the past years. And thanks a lot. And by this, I'm handing over to Carla. Thank you, Friederike. I don't actually think I have that much to add to this. Moi aussi, je suis désolée que je peux pas faire la salutation en français. Je dois continuer en anglais maintenant. So yeah, I want to say welcome as well, and thank you very much for everybody who's joining us today. As it was said, my name is Carla Husted. I'm heading the Ethics of Algorithms project of the Bertelsmann Stiftung. And the Bertelsmann Stiftung is one of Europe's largest operational foundations and has been established quite a while ago, 1977. They're active in a quite diverse fields from education to healthcare and more recently also digitization. The project that I'm leading was one of the first that had a horizontal view on the topic. And what we do in this project is also quite diverse, from more general scientific agenda setting work to creating forums where we connect stakeholders from different disciplines and sectors, and also working on practical solutions. We, a couple of years ago, published the Algo Rules, which is a set of criteria for the ethical development of algorithms. And all of this work, we never do it alone. It's usually with partners either from science or civil society. And Algorithm Watch has actually been one of our first partners with whom we've been working for more than 3 years now. And just last week, oh no, it was 2 weeks ago, I was at the launch of the Swiss version of Algorithm Watch. And I can really say it was so exciting to see this organization grow and to see this event today, because I do believe that the only way we can really use the positive opportunities of automation for society and limit the risks is if we have a stronger digital society, civil society. And so it's great to see how this report also is so symbolic for, as Friederike has said, connecting different perspectives, different countries across Europe, and for making it clear that what we're talking about here is not science fiction, and it's not just something that's happening out there in the US and China, but right now over here in Europe. And in my project just last week, we actually published a new study which looked at the media discourse on so-called artificial intelligence and algorithms in Germany. And
again, the findings were not so surprising, but they were quite sad. They were that despite the increased use of algorithmic decision-making in areas such as healthcare and education, the reporting mostly still focuses on economic perspectives. By far, the cost that has been used to report on the topic is often product releases by companies like Google and Amazon. And the stakeholders quoted are usually economic stakeholders. They're quoted 10 times more often than stakeholders from civil society. And I can imagine that actually the situation isn't that different in other European countries. And I believe that this is really a problem. I think that we do need a very diverse discourse on this topic, that we need the voices of stakeholders from politics, science, and civil society to be heard, and to put a focus on the societal consequences and not just the economic opportunities of these systems. Because, yeah, oftentimes it's not that black or white, it's the gray zones and the context-specific perspectives that we need to really understand the change that is happening to us right now and how we can impact it. So I'm really looking forward to this discussion, and yeah, I wish you a great event. Thank you, Carla. So Fabio, I'll let introduce yourself and your work at Algorithm Watch, because you are the project leader of this report, right? Sure. Thanks, Simon. Thanks to Carla and Frederica. It was a fantastic introduction and really up to the point. Yes, I've been managing this project for the last year, and the project has been going on for more than a year, and it's been translated, as you see, in French, in Spanish, in German. And so we try, and as Frederica said, we're really trying to bring the content and the results of this important, I think, recognition to all the audiences in different countries. So I would like to share my screen and share my presentation with you, if it's possible, and see and try exactly to go into the specifics. I hope you can see it, and I will go faster on these first slides, because Frederica already said a lot of this, and I think she did it perfectly well. So there is not much to add there. Just the fact that we're trying to understand what we did exactly over the last year with this report, what kind of findings we had, and what should we do to let's say, make the most of, exactly as Carla said, makes the most of automation in society to try and bring a positive contribution to society and limit the dangers and the risks that, of course, are there when we don't regulate this kind of technology. What I would like to add anyway is that we're not only speaking about technology here, we're not speaking about AI properly, and most of the times the systems that we study are very much less complicated than AI systems or machine learning based systems. They can be like spreadsheets or things like that. So it can be very simple technologies, but what matters to us is really the social technical systems that surround them. So it's a kind of mixture of technology and automation and the politics and economics and relationships of power, their interplay there. And that makes it very valuable for us to understand how our policymakers and our people in Europe, and not just exactly as was said in the US or China, how people in Europe actually make sense of these systems and try to use them, and how they are actually being used already. And so the title of this presentation was Life in the Automated Society, for that precise reason, which brings us also to possibly the first finding, is that, of course, the first finding is that this automating society, when we started in January 2019, we published our first report, was Automating Society, and it's still the title of the project. But of course, in just 2 years, we've seen that this automating society is increasingly shifting to an automated society, meaning that many things and many aspects of individual lives are already being automated. And that is always, of course, not always good in itself. It depends on how it's been automated. What we're finding is that many aspects of our lives are already being affected, and very important ones: health, welfare, the job market, for example, your individual rights and collective rights, and even policing, security at the border. So many aspects of our lives
and that impact on different kinds of people also, and categories of people differently also. And these systems have been have been spreading fast all over Europe. And we have many examples of that. We've seen it basically in all of the countries that we studied, which is 16, and we have 4 more compared to last year. And again, I would also like to really thank the 30 or plus people that we worked with. It was 40 total, but really a network of researchers and journalists of more than 30 people all around Europe and in very different places. And I can't say thank them enough, because they were it was very, very helpful, and they were excellent people, like very positive and contributing constantly to the project with inputs and really great content all the time. So thanks again to all of them. And what we found in all of these countries basically is that these systems are on the rise. And one example is face recognition, which has been basically the share everywhere. It's become, suddenly it's everywhere. And we've seen it increasingly at EU level, even outside of the EU, of course, but in the EU too. And I think France is a good example of that, because it has 2 very important producers, Thales, I don't know if I pronounce it correctly, and IDEMA, but they're very important even at EU level and also outside the EU. I know they're working in the US too. So this is a very, very controversial topic, I know, in France too. I hope it will be discussed. And it's a very important to understand the evidence that we have there. So we have also some precise policy recommendation there. Some of the actual uses I wanted to illustrate that we found more than 120 use cases that we detailed in the report. And of course, it's not, we do not pretend to be an exhaustive analysis, of course, of everything that it's out there, but we do claim that it's the biggest recognition that we had so far, the biggest mapping exercise that we had so far in Europe. So it is very valuable to me as a researcher, as a person who's interested in understanding these systems. And some of the actual uses include very, very sensitive topics. For example, the risk of gender violence. And this has been going on, for example, in Spain with this Biogen system that's been used for more than a decade right now. So it's been evolved, it's been evolving, it's been also discussed, and apparently with good results. Some 60,000 cases have been treated with the system, if I don't get it wrong. And some of them were really helpful to law enforcement to actually prevent violence against women. So it's very, very important. Another system that, for example, worked well, from what we know, from what our researchers told us, one researcher in Portugal in particular, is this a system against the fraud in medical prescriptions, which managed to increase by 80% the frauds that have been recognized in just a year. And it was very simple. You only need to check. Only needed to check that the doctor that actually prescribing the medicine was an existing person and not a made-up person. And so again, it's not always science fiction like things there. We have predictive jurisprudence systems coming up. For example, one in Italy is trying to understand what previous sentences in court cases said about similar cases, so that a judge can find help from previous sentences, of course, from machine learning systems. Here it's really sophisticated instead, and so save time, for example, and understand what the jurisprudence has been saying for years or decades, maybe in similar cases. We have also, of course, the Black Mirror-ish dystopian systems. Of course, they're there too. We have one in Poland, which is a smile detection system that is being used in branches of a bank, of a national bank, I think. And basically, this system is used to reward employees that smile the most. And of course, you can guess how this can get out really, can go really fast with people smiling just to get the reward. Of course, decoupled from kindness and empathy, which should be the case instead. We also have useful systems that are difficult to make to work, let's say. This system in Finland to predict life events, and of course life events meaning like marriage, I don't know, pension schemes, or things that happen in certain moments of life, statistically at least. And of course they try to predict what kind of services, public services, will be needed together with that. So it is a way to automate the needs that you might have, and the way to
for public administration to respond to them. So it's very interesting. And of course, what we're seeing also a lot with COVID, with the pandemic, is medical applications. So we have a lot of automated decision-making systems that are being employed in medical settings to try and help physicians and doctors, for example, in predicting treatments and predicting which treatment can be personalized, best personalized to the appropriate person, for example. So we have in Switzerland, several university hospitals are using these systems from IBM, for example, to try and understand how to best treat cancer patients, which is very, very important, of course, as you all know. But one thing that hasn't been said is that over the summer, last summer, we also published an interim report, let's say a preview report that concerned ADM in the setting of the pandemic. And we'll keep working on that, of course. But as we're seeing, there are many, many applications there, for example, to understand the variations of the virus, to understand many other things that are tied to fighting the pandemic and making the most of the scientific knowledge that we have. Some example in France also, of course, we have some of the examples of ADM systems that have been used. We have a HeartScore algorithm, for example, for patients in need of a heart transplant, and that substitutes an older system. And an interesting aspect here, and I hope it will be discussed, is that the algorithm is transparent enough, and we'll see in a second that this is rather the exception rather than the norm. But again, if it's based on bogus or flawed data, even a good algorithm or transparent algorithm might end up being not as useful as it could be. So this is an interesting thing, I think, in itself. We have a machine learning system to detect tax fraud, which basically allows the state fiscal authorities to compare your life on Instagram with your tax returns, for example, which is, of course, really controversial and has been controversial in France too, as you all know, but as panelists, of course, know. And so, but the system has been said to be legal anyway, and that has been discussed. Tax fraud schemes and detection it's like a constant in many countries. That is popping up in many countries throughout the report. We have automated procedures at the National Employment Agency, and again, not always with good results. In some simple cases, it can be good. In some complex cases, it can result in bottlenecks, resulting in people having to redo manually the automation works, the work that's been automated. So again, this is controversial. And then we have this health data hub trying to centralize all the data produced in the public health system, which is part of the AI strategy of the Macron government, of course. And again, here, there is much to discuss, and I hope it will be picked up during the discussion. One of the main findings that I wanted to make clear, though, is that this automated society is generally opaque. It's generally not transparent. And that is the main problem that our research has highlighted throughout the report and in all countries. This is a constant. So this is not always a problem of course, of producers that don't want to give transparency. It's also a problem of states and governments and public administrations that even when they're forced by law or should be forced by law, but as in France, exactly, they're not providing that kind of transparency. So we're trying to force them to be transparent, but again, it's not really happening. So most of the times, this opacity is also a problem in the sense that it prevents scrutiny, and it's precisely maintained to prevent scrutiny. So we only have to deal with results that are basically given to us and cannot be independently certified or audited, for example. So we cannot take them at face value, let's say like that. And that, of course, is a problem, because we want to be having meaningful discussions in democracies, at least, around these systems that impact on lives and rights of people. And of course, this is also one of the main problems that we had when trying to come up with a judgment on what we found. So coming from the descriptive to the, let's say, normative side of our report, it's been very difficult, I have to say, to make sense of all these different systems with the different data that we had, or that we don't have, or we didn't have in many cases. So in many of the cases, we were forced to be skeptical, let's say, because we didn't have enough data to judge. And when data is requested and not communicated, this is bad in itself. Because you assume that somebody has something to hide, of course, which might not be the case, but we should be knowing.
We've seen a small percentage of very positive examples and another percentage, of course, of negative examples that have been anyway deployed, because we found this, of course, this overarching ideological, let's say, premise, which is technological solutionism. When you have a complex social problem, reduce it to a technological problem that can be fixed as a bug, let's say, in a software. And that is something that, you know, we're seeing in the policy posture of many countries and the EU itself, unfortunately, in many cases. So the introduction of the report is very clear on that, and I hope it will help the way forward, of course. Of course, there are many things that can be done. Some things are being done. This algorithmic status quo can be challenged, and can be challenged, of course, through civil society, academia, journalism, and can be challenged through the laws that we have in Europe, the national DPAs, for example, the data protection authorities. And we have many cases here. I don't want to go through all of them, just to say that journalism and civil society managed to get the release and force transparency, release the code, delay programs, for example, that were not clear. For example, in France, we have this Alison program trying to produce a kind of centralized database through face recognition and a mobile app, which was kind of controversial, of course. And also in France, we have this data protection authority stopping, let's say, two surveillance plans that were very concerning to us. For example, the sound surveillance system in Saint-Étienne, which, by the way, is also being illustrated by artists. And I wanted to provide a small snapshot into that, which is a little story, of course, of the unintended consequences of this sound system, with two police guys trying to understand what happened with the spray noise, which alerted this potentially existing system. And of course, then they make a comment and they say, it looks like a bore. It's just the face of our colleague, and the colleague is listening. You know, so this is just, you know, a way to fictionalize something that might have happened or might happen, which is very clever, in my opinion, from our three comics artists that work for the report. The last part is what to do about it, of course, and we have these policy recommendations that I hope will be discussed and picked up in the discussion, of course. And the main objectives, of course, is to reconcile this automated society with democracy and human rights, and make the most of their potential, the potential of automation, which is of course there. And you know, the first thing that should be done is to mandate transparency, because we've seen that letting companies provide transparency or asking transparency, or even public administrations, it's not enough. We need laws around that, and we need laws at the EU level to have public registers for ADM systems, and to be able to actually access with legally binding frameworks to the data. So this is, of course, a problem that goes beyond just the systems that we explore, but this is very relevant, of course, also for the system that we explore. We need accountability, and accountability means auditing, means ways to actually have third parties that independently audit the system and make meaningful sense of the way in which they work. And also make a sense of the whole idea of effectiveness of this system, which is not always easy to understand. Let's for example, take for example the COVID apps, the exposure notifications app. We don't even know how to make sense of their data, of the notification that we receive. We don't even know what it means for them to be working. So we will need also this kind of intellectual speculation, I think. And I would add to the fact that we also need procedures to actually make sense of them. And of course, systems that might amount to mass surveillance and that are fundamentally based on biased technologies, like the biometric technologies that have been employed in face recognition, in mass surveillance context, should be banned, in our opinion, until further notice at least. And of course, the very last thing I would like to say is that events like that and like this one and reports like this one are a very important chance to discuss and also provide literacy and discuss how to make to do literacy and culture around these systems, which is something much more complicated, I think, than going into the debate of what is the right technological critique. It's much more than that. I think it's something that fundamentally concerns our democracies, and we should be ruling, making the rules. We should be deciding which systems we want before they're actually forced into us and they are pushed everywhere. I think I make the most of my time.
Thanks. Thank you, Fabio. Actually, you said we have to promote a diverse and a public debate about algorithm, and that's what we are going to do right now. And I'm going to switch to French to do that. Donc, je disais à l'instant que donc nous allons passer à la deuxième partie de cet échange avec une table ronde. Alors, on a 3 invités ce matin pour à la fois discuter, j'allais dire, les résultats de ce rapport Automating Society, mais peut-être aussi pour donner un peu de perspective par rapport à toute cette actualité européenne. Alors, nos 3 invités, nos 3 panélistes, je les invite à allumer leur caméra s'ils le peuvent, comme ça on peut les voir, chacun d'entre vous peut les regarder. Donc, nous aurons Caroline Lequenroth. Bonjour Caroline. Donc, vous êtes maître de conférence en droit public à l'Université de Nice et je crois aussi que vous dirigez un master en droit algorithmique. Rien que le titre lui-même est tout un programme. À vos côtés, nous aurons Gaëtan Goldberg. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Gaëtan, vous travaillez auprès de la défenseure des droits et en plus particulièrement sur ces questions qui nous intéressent ce matin d'algorithmes. Et puis enfin, en 3e intervenant, bonjour Nicolas Kaiserbril. Bonjour. Nicolas, vous êtes reporter chez Algorithm Watch et si ma mémoire est bonne, vous êtes aussi celui qui avait travaillé sur la partie française, on va dire, de cette enquête internationale qui porte, je crois, sur près de 16 pays européens. Alors, je voudrais justement qu'on commence avec vous tout de suite, Nicolas. Peut-être pour comprendre avant un peu le making-of justement de ce rapport, la première question pour vous, ce serait peut-être de se dire, ben voilà, comment vous sélectionnez les projets ou voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se construit ce rapport? En tout cas, typiquement, si on prend l'exemple de la France, comment vous avez sélectionné et dit, ben voilà, les sujets qui font débat ou qui méritent de figurer dans le rapport annuel? C'est une bonne question qui a provoqué beaucoup de discussions en interne quand on a fait le premier rapport Automating Society il y a maintenant 3 ans. La réponse courte, c'est qu'il y a tellement de choses qui se passent en ce qui concerne la prise de décision automatisée qu'on ratisse très très large et on n'a jamais eu de problème pour trouver des exemples de prise de décision automatisée. Après, nous, ce qu'on essaie de faire à Algorithm Watch, c'est de se concentrer sur les systèmes automatisés qui ont un impact sociétal. Donc, ça signifie qu'en général, on tend à ignorer les systèmes qui sont purement techniques ou industriels. Par exemple, l'automatisation d'un port de containers. Ça va nous intéresser que si il y a derrière un aspect social, par exemple si ça impacte les conditions de travail des chauffeurs et chauffeuses de camions. Mais voilà, on est toujours dans cette frontière entre l'automatisation en tant que concept technique et les conséquences sociales des systèmes qui sont mis en œuvre. D'accord. Et donc ça, j'imagine que par un souci peut-être d'homogénéité, la discussion, elle se porte sur chacun des pays. Enfin, je veux dire, chacun des chercheurs qui travaillent sur un pays va essayer d'échanger avec les autres pour essayer d'avoir des grilles communes, c'est bien ça? Tout à fait. Et évidemment, ça mène à des interprétations différentes, parce qu'avec 30 chercheurs dans 16 pays, on n'a pas pu valider chacun des exemples un par un. Donc effectivement, il y en a certains qui se sont concentrés sur les systèmes automatisés à l'hôpital alors que d'autres ont pu les ignorer, ou alors dans certains pays, on a des chercheurs qui ont travaillé sur l'automatisation de la publicité en ligne, qui est quelque chose qu'aussi d'autres auraient pu considérer comme étant trop spécifique à un secteur en particulier. Mais encore une fois, je pense que le sujet est trop jeune pour qu'on puisse clairement en définir les frontières. Très bien. Très bien, merci Nicolas pour ces premières réponses. Alors, je voudrais juste rappeler à nos participants que vous êtes bien sûr invités à poser vous-même vos questions avec le petit module en bas qui s'appelle Q et R. Voilà, très bien, il y en a qui le testent actuellement. Et qu'on aura une partie d'échange avec vous en deuxième séquence de cette table ronde. Merci Nicolas. Je voudrais
donner la parole tout de suite à Caroline et à Gaëtan avec peut-être la même question pour vous deux. J'allais dire, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, dans vos métiers respectifs? Qu'est-ce que le travail réalisé sur ce rapport, hein, donc je le rappelle, 16 pays européens, une focalisation sur les systèmes de décision automatisés. Qu'est-ce que voilà, en quoi ça vous est utile? Peut-être Caroline, si on peut commencer par vous. Oui, merci beaucoup et merci pour cette invitation. Donc c'est vrai que c'est un travail extrêmement riche, extrêmement dense. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il offre une véritable vision européenne. Très souvent, sur le sujet, on a une grande partie de la recherche qui est trustée, entre guillemets, par une vision très anglo-saxonne des choses. Donc, où on part de beaucoup d'exemples, notamment américains, ou situés en Europe, mais en Angleterre. Et du coup, d'avoir cette vision proprement européenne, c'est extrêmement précieux pour les chercheurs comme pour la société civile. A fortiori, ce qui est très précieux, c'est que la démarche, elle a été dit, rappelée, elle est pragmatique en ce sens où, excusez-moi, j'ai perdu le... Voilà. En ce sens où on voit bien qu'on part du terrain pour construire les solutions et avoir une vraie proposition qui est appuyée à la fois sur notre état de droit et sur des exemples concrets de ce qui se passe. Donc, je trouve que ça, c'est particulièrement riche. Ce que j'ai également apprécié, et ça a été dit aussi à plusieurs reprises, c'est que c'est un rapport qui est accessible au public, à la société civile, qui est encore une grande exclue, une grande absente du débat qui devrait avoir cours sur ces types de systèmes. Et loin de la vision neutre de la technologie, justement, c'est l'ensemble des aspects sociétaux et de l'impact que ça a sur notre quotidien est évoqué pour qu'on puisse engager la discussion politique. Donc voilà les trois aspects que j'ai trouvé particulièrement riches. Je rajouterai une toute dernière chose, c'est qu'on a une approche très transversale. Donc c'est vrai qu'on a un catalogue où on pioche un petit peu partout en fonction de la vision de chaque chercheur, mais c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ce rapport, parce qu'on ne se contente pas d'un secteur et on voit bien qu'il y a une dynamique qui est en jeu, qui décrit une transformation de notre modèle social dans son entier. On n'est pas, ça touche le public comme le privé, ça touche tous les pays et cette dynamique, elle est très, très, très présente. Sur le service public, on voit bien qu'elle se traduit par la dynamique de contrôle, puisque en effet, ces systèmes-là, les ADM, comme ils sont appelés dans le rapport, pourraient être mis au service de la transparence, justement, dont on a parlé, du citoyen, de l'accessibilité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est principalement au service du contrôle et de la surveillance que ces dispositifs sont mis en place. Très bien. Gaëtan Goldberg, défenseur des droits. Merci tout d'abord pour cette invitation. Donc, ce que je vais dire va sans doute recouper en grande partie ce que vient de dire Caroline. Tout d'abord, je tiens à souligner vraiment la qualité du travail que vous avez accompli à travers ce rapport. 16 pays européens et pas des moindres, c'est quand même un travail considérable que vous avez achevé. Pour nous, il s'agit vraiment d'un rapport de référence sur le sujet, c'est-à-dire que ça nous permet d'anticiper certaines utilisations de, je ne devrais pas le dire, mais intelligence artificielle en France. Ça nous permet aussi d'anticiper la meilleure façon de contrôler ces systèmes, puisque comme vous le savez, le défenseur des droits est compétent pour contrôler et lutter contre toutes les discriminations, y compris celles qui sont issues de systèmes algorithmiques. Donc, ça nous permet de questionner nos partenaires européens sur la question, ces partenaires issus du réseau Equinet, ce réseau d'Equality Bodies dont on fait partie. Mais ça nous permet également d'observer vraiment l'application du cadre juridique européen à ces utilisations et donc, comme le rappelait Caroline à l'instant, de se distancer de ces multiples exemples américains et anglo-saxons afin de mieux comprendre comment notre droit en Europe peut, je dirais, attraper ces différentes utilisations. Alors, il y a quelques interrogations que m'a suscité la lecture de ce rapport. Ça sera tout d'abord le fait que votre expérience de terrain, elle permet de mieux questionner donc, le fonctionnement de certaines dispositions en droit et particulièrement en droit français. Je vous ai trouvé particulièrement critique vis-à-vis de la loi pour une république numérique de 2016 et de ses mécanismes de transparence. Et l'autre chose, ça serait peut-être d'élaborer un petit peu sur le fait que l'ensemble du rapport, pour moi, semble entretenir l'idée qu'on est sans arrêt placé face aux faits accomplis. C'est-à-dire qu'on a des systèmes de prise de décision automatisés qui sont déployés, mais que finalement, ils sont déployés en l'absence de toute forme de transparence. Est-ce que c'est vraiment une observation que vous avez faite systématiquement ou est-ce que vous auriez des exemples ou des contre-exemples? Nicolas, je pense que la question
de Gaëtan, alors sur 2 points. Alors peut-être le rapport critique aux dispositions issues de la loi pour une République numérique, et puis le deuxième point, effectivement, cette impression, je crois que Fabio avait parlé de statu quo, mais cette idée de fait accompli, est-ce que vous voulez réagir sur ces 2 points? Oui, alors, sur la loi sur la République numérique, c'est une loi qui est très intéressante, en tout cas dans ce qu'elle impose la transparence des algorithmes utilisés par l'administration. Et elle est très intéressante parce qu'elle est arrivée relativement tôt dans le débat européen sur le sujet et qu'elle est unique en Europe. Après, c'est aussi intéressant parce que malgré cette loi, et c'est en ça que j'ai pu la critiquer dans le rapport, malgré cette loi, la situation en France est quasiment identique à celle des autres pays, c'est-à-dire qu'il est quasiment impossible pour la société civile ou pour les citoyens de comprendre comment fonctionnent les systèmes automatisés. Donc, encore une fois, il y a plein de bonnes choses dans cette loi et ça permet de faire bouger des choses localement, certainement. Après, au niveau européen, elle ne permet pas de distinguer la France des autres pays. Et ensuite, concernant le fait accompli, oui, effectivement, on n'a trouvé aucun exemple où les régulateurs ou les parlementaires auraient été, comment dire, n'auraient pas attendu que le secteur privé, comment dire, qu'il ne soit pas devant le fait accompli, où ils auraient pu anticiper les choses. On n'a aucun exemple de ça. Très bien. Caroline, je crois aussi que vous aviez des questions pour Nicolas. Oui, des petites questions qui sont faussement provocantes pour faire un petit peu avancer le débat. La première, elle tient au parti pris et la deuxième à la reconnaissance faciale. Donc, la première, le parti pris, rejoint la question qui vient d'être posée. Je partage les constats que vous dressez dans le rapport. C'est peut-être le préalable des remarques que je m'apprête à formuler. Mais je me demande pourquoi ne pas avoir choisi aussi de souligner et de mettre en évidence les initiatives et les actions qui sont menées dans le sens positif. Donc typiquement, en France, la fin de l'affaire Parcoursup a quand même permis, c'est pas mentionné dans le rapport, mais grâce à l'intervention du Conseil constitutionnel à l'occasion d'une QPC, d'ouvrir potentiellement les audits, en tout cas la demande de documents, aux tiers. C'est quelque chose d'important. Et je me demande pourquoi un certain nombre d'actions positives comme celle-ci n'ont pas eu lieu dans le rapport. Pareil pour les registres d'audit, il y a un certain nombre de villes qui se sont lancées là-dedans, y compris en France. C'est loin d'être optimal, je suis parfaitement d'accord, mais ça donne aussi la voie vers les solutions. Donc, deuxièmement, c'est la reconnaissance faciale. Je partage aussi beaucoup des constats qui sont dressés dans le rapport. Et en effet, on a là une technologie qui est particulièrement intrusive, particulièrement attentatoire à la vie humaine, enfin à nos libertés, à l'exercice de nos libertés. Pour autant, ce que l'on voit aussi, c'est un très très fort lobbying de la part des groupes industriels. On a mentionné Thales, il y a des champions français. Je crois que le gouvernement est loin de renoncer à permettre à ces derniers d'avoir un terrain, de se développer. Et donc, du coup, la question, c'est comment on fait? Et est-ce que le plaidoyer en faveur d'une interdiction totale, il est tenable? Même si je pense que les personnes qui sont autour de cette table le partageraient tous, parce qu'encore une fois, on comprend le caractère intrusif. Mais est-ce que l'on va pouvoir, avec cette position-là, faire entendre permettre aux garanties démocratiques d'être appliquées? Dans l'hypothèse pragmatique où on aurait la reconnaissance faciale, est-ce qu'il n'y aurait pas des distinctions à faire pour réfléchir à un régime d'encadrement extrêmement strict, en intégrant par exemple les recommandations qui ont été formulées la semaine passée par le Conseil de l'Europe? Exemple, les usages. On parle d'interdire la reconnaissance faciale. Est-ce qu'on interdit la reconnaissance faciale en live ou pour l'identification dans le cadre des procédures de police? Si c'est dans les cadres des procédures de police, est-ce qu'on ne peut pas limiter les infractions pour lesquelles on va y recourir, etc. etc. Qu'est-ce que vous pensez de rentrer concrètement? Est-ce que c'est complètement se compromettre ou est-ce que c'est quand même pas une manière de participer au débat démocratique? Voilà. Merci Caroline, parce que du coup, vous avez basculé dans la deuxième partie de la discussion, qui était aussi la question de finalement, à la fois dans le rapport d'Algorithm Watch et de la Fondation Bertelsmann, il y a
un état des lieux et il y a aussi, je crois, un certain nombre de recommandations de politique publique, de policy recommendations au niveau européen. Et donc, on voit bien que cette question de la reconnaissance faciale, elle est centrale. Et d'ailleurs, je vois aussi dans le chat et dans les échanges qu'il y a des questions autour de ça. Je ne sais pas, Nicolas, si vous voulez intervenir là-dessus, alors que si vos collègues aussi d'Algorithm Watch veulent intervenir là-dessus, ils sont les bienvenus parce que je sais que vous avez une dimension de plaidoyer aussi sur ces questions. Alors non, juste sur ce que disait Caroline sur les exemples plus positifs, mais on les inclura dans la prochaine édition du rapport. Après, il est possible sur les 2 exemples que vous mentionniez qu'il y ait eu un problème de mise à jour, parce que comme vous l'imaginez, la publication du rapport a été retardée par la pandémie, si bien qu'il est possible que je n'ai pas mis à jour toutes les informations qu'il contenait. Après, sur la reconnaissance faciale, la seule recommandation que fasse Algorithm Watch concernant une interdiction, c'est une interdiction des systèmes qui s'apparentent à de la surveillance de masse. Et concrètement, ça signifie les systèmes qui permettent la reconnaissance en direct parce que ça limite, voire anéantit le concept de liberté de rassemblement. Si la police est capable de voir précisément qui sont les personnes dans un rassemblement, le concept même d'un rassemblement disparaît. Et après, je pense que vous avez complètement raison, il faut avoir une approche pragmatique, et c'est pour ça aussi qu'on a réalisé ce rapport, c'est que avant de réclamer une interdiction ou un encadrement, il faut savoir ce qu'il se passe. Et en France, le travail du groupe Technopolis montre bien qu'il se passe beaucoup de choses qui ne sont absolument pas claires. Très bien. Gaëtan, peut-être, je voudrais vous faire réagir sur ces éléments. Alors, je sais que la défenseure des droits n'a pas encore formulé sa position, je crois, sur cette question de la reconnaissance faciale. Détrompez-moi, mais je pense que c'est le cas. Par contre, vous avez notamment, en lien avec la CNIL, publié un certain nombre de recommandations, on va dire, sur ces questions des discriminations. Et je sais que je vois d'ailleurs dans le chat que ça fait partie des questions qui vous sont adressées, posées. Est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur ces éléments? Tout à fait. Tout d'abord, sur la reconnaissance faciale, vous avez raison. On n'a pas encore arrêté la défenseur n'a pas encore arrêté de position. En revanche, on est bien conscient que ce sont des technologies qui posent un certain nombre de risques. Et outre la reconnaissance faciale en temps réel, aux fins d'identification du public au sens large, qui pose des risques majeurs en termes de discrimination, mais aussi en termes de respect des droits fondamentaux. Hein. On l'a évoqué, l'effet dissuasif, la liberté d'expression, de manifestation, etc. On a certaines formes de reconnaissance faciale qui, parfois, seront respectueuses, je dirais, du droit au respect des données personnelles, du droit à la protection des données, mais qui ne le seront pas vis-à-vis du principe de non-discrimination. C'est ce qui pose aujourd'hui un peu problème, c'est-à-dire qu'on a certaines technologies qui vont fonctionner pour une écrasante majorité d'individus, qui fonctionnera nettement moins bien pour peut-être une infime minorité, mais quelque part, pour nous, aux défenseurs des droits, une intelligence artificielle, un système de prise de décision automatisé ne fonctionnera jamais réellement tant qu'il ne fonctionnera pas pour tous et qu'il ne respectera pas le principe de non-discrimination. Parce que je le rappelle, ce principe s'applique qu'on soit en présence de technologies de prise de décision automatisée ou non. Ensuite, s'agissant de nos recommandations, elles rejoignent donc en grande partie celles qui sont évoquées dans votre rapport et également dans celles qu'a produit le réseau Equinet, hein, puisqu'il a produit ce rapport. Donc, vous trouverez le lien dans le chat que ma collègue Valérie a posté. Effectivement, on estime aux défenseurs des droits qu'il convient de former et sensibiliser les professionnels. C'est une recommandation qui s'applique à nous également, puisqu'on participe à des efforts de formation interne des agents pour les sensibiliser à ces questions. On travaille en ce moment conjointement avec le Conseil de l'Europe à l'élaboration d'une telle formation. Mais ça vient aussi le fait de soutenir et vraiment développer la recherche. Je pense que vos publications sur les difficultés d'accès aux données par les chercheurs, elles sont édifiantes. Elles méritent vraiment qu'on s'y attarde et qu'on observe vraiment en pratique qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on essaye de mobiliser certaines dispositions de droit français particulièrement. Si je pense à la loi pour une république numérique, il est vrai que si on a pour principe la transparence, mais qu'en pratique, c'est un principe qui est évité puisqu'on va se servir du secret protégé par la loi. C'est quelque chose sur lequel on devrait s'attarder. Ensuite, effectivement, renforcer les obligations en matière d'information, de transparence et d'explicabilité, c'est quelque chose que nous recommandons, puisque pour nous, en tant qu'institution, et dans le cadre de notre mission d'instruction
lorsqu'on va recevoir des plaintes, pouvoir avoir, c'est-à-dire une analyse d'impact qui ait lieu vraiment tout au lieu du déploiement de ces technologies, ça va nous permettre effectivement de poser les bonnes questions et d'avoir une entreprise qui sera en mesure, ou une administration, de rendre compte que les technologies qui sont déployées respectent certains critères, et notamment le principe de non-discrimination, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'on a des biais discriminatoires dans les technologies qui sont déployées. Enfin, je pense que le fait de réaliser des études d'impact pour anticiper ces effets discriminatoires, c'est vraiment la pierre angulaire, je dirais, des discussions qui ont lieu en ce moment, puisque quelque part, plusieurs chercheurs estiment aujourd'hui que l'analyse d'impact préalable que prévoit le RGPD en termes de protection des données serait suffisante, là où pour nous, en réalité, elle ne le serait pas forcément, puisque, comme son nom l'indique, elle est préalable, et bien qu'elle concentre vraiment une analyse quant au traitement de données et leurs conséquences par rapport aux droits et libertés au sens large, et non seulement au droit à la protection des données, il s'agit vraiment de se concentrer sur certaines spécificités, et en particulier ce principe de non-discrimination. Donc voilà, effectivement, on a des recommandations qui vont recouper les vôtres. Sur la reconnaissance faciale, pas encore de prise de position pour le moment, mais sur les grandes lignes, je pense qu'on peut. Alors, je voulais revenir, d'ailleurs, Caroline l'a mentionné tout à l'heure, et alors, c'était pas l'actualité du rapport 2020, mais Nicolas, vous l'aviez mentionné dans le rapport 2019 de mémoire, c'était la question de Parcoursup. Et peut-être qu'on pourrait revenir dessus parce que c'est un exemple assez concret quand même. Gaëtan, pour le coup, le défenseur des droits qui a précédé la défenseur des droits actuelle, je crois, avait travaillé sur ce sujet de Parcoursup. Peut-être que vous pourriez nous en parler. Ça rendrait la discussion très concrète. Bien sûr. Donc, au sujet de Parcoursup, c'est cette plateforme effectivement de sélection des étudiants qui leur permet d'accéder à l'enseignement supérieur en France. Donc, c'est extrêmement important. Ça concerne tous les étudiants du secondaire. Lorsqu'ils décident de formuler un vœu d'accès à une université. On se rend compte en France aujourd'hui qu'on a certaines filières qui sont sous tension et donc les places sont limitées. Donc, il s'agit vraiment de faire une certaine sélection des étudiants à l'entrée des universités. Le principe, c'est celui que l'accès est universel aux universités, mais aujourd'hui, les places sont tellement restreintes qu'il a fallu trouver un système qui sortait un petit peu de celui de tirage au sort qui avait créé les polémiques. Donc, le gouvernement a introduit en 2018 suite à la loi de réussite et d'orientation des étudiants, cette plateforme Parcoursup, dont le défenseur des droits s'est saisi. Tout d'abord, pourquoi ? Eh bien, pour la prise en compte des étudiants en situation de handicap, puisqu'on se rend compte qu'on a l'introduction d'une nouvelle plateforme qui vise à sélectionner les étudiants, mais quelque part, ça risque d'entraîner des situations discriminatoires si on ne prend pas compte de ces situations particulières. Bon, cette auto-saisine du moins n'avait pas trait directement à l'algorithme. En revanche, comme vous l'évoquiez, on a également été saisi de plusieurs réclamations, notamment par des syndicats étudiants, visant à dévoiler le fonctionnement des algorithmes dits locaux. Donc, ce sont ces comités pédagogiques de sélection qui classent les candidatures donc à l'échelon vraiment des établissements. Et là, l'idée, c'était de permettre aux candidats de pouvoir effectuer leur choix en toute connaissance de cause. Ce qu'on a observé, c'est que malheureusement, le Conseil constitutionnel n'a pas rejoint les préconisations des défenseurs des droits puisqu'il a considéré que ces informations ne devaient pas être publiées en amont pour respecter le principe du secret des délibérations des comités pédagogiques. Et donc, en revanche, on se retrouve avec une solution qui est celle de la publication annuelle d'un rapport par ces établissements qui recenserait ces critères de sélection permettant, sous réserve que ces critères ne changent pas d'une année à l'autre, aux candidats d'avoir une connaissance des critères de sélection. Un des critères de sélection sur lesquels on avait insisté, c'est celui du lycée d'origine, c'est-à-dire que si le défenseur des droits dans sa décision Parcoursup avait insisté sur le fait que si on utilise avec une certaine pondération ce critère du lycée d'origine, eh bien, il pouvait être assimilé à une discrimination puisque ça serait distinguer, séparer les candidats, les sélectionner en fonction de leur lieu de résidence, ce qui en fait constitue une discrimination indirecte. Merci Gaëtan. Alors justement, cet exemple de Parcoursup permet peut-être d'aborder un autre point. Et puis je vois qu'il y a aussi des questions dans le module questions-réponses. N'hésitez pas à poser les autres, on va les parcourir peu à peu. Il y a peut-être quelque chose de flagrant sur lequel peut-être Caroline et Nicolas, on aimerait vous entendre. C'est le fait qu'on se souvient tous cet été des manifestations à Londres des étudiants britanniques protestant contre un traitement algorithmique ayant été mis en place par l'OFCAL, donc au cri de ralliement de « fuck the algorithm ».
Et on a l'impression que finalement, dans beaucoup de sociétés européennes, les débats où le sujet n'avance qu'à grands coups de polémique ou j'allais dire, voilà, que les choses peuvent commencer peu à peu à avancer, mais que c'est toujours sous cet angle où d'abord il faut qu'il y ait la dimension mise en cause des systèmes pour les rendre visibles un peu. Je ne sais pas si Nicolas, d'abord, c'est un constat que vous partagez. Est-ce que c'est un constat qui est fait dans d'autres pays européens? Finalement, que le débat est toujours d'abord lancé par de la polémique? Oui, mais ça, j'ai envie de dire, c'est le cas de tous les débats de société. Si tout le monde est content, c'est normal qu'on n'en parle pas. Par contre, ce qui est spécifique au système de décision automatisé, c'est leur invisibilité. Et ça, en tant que journaliste, c'est un problème que j'ai très souvent. Que quand je travaille sur un sujet et que j'appelle les personnes qui se sont touchées, ces personnes ou leurs représentants ou les associations qui essaient de les représenter ne sont pas au courant, ou alors, s'ils sont au courant, n'ont aucun moyen de savoir ce qui se passe concrètement quand on a un système de prise de décision automatisé qui est introduit dans la police ou dans la justice. Les personnes touchées n'ont aucun moyen de savoir si les décisions qui les concernent ont été prises en partie avec ces systèmes automatisés. Donc, effectivement, il faut attendre que quelque chose de clair et de compréhensible arrive dans le débat public pour qu'on puisse en discuter. Caroline? Oui, alors l'état de droit, il avance bien évidemment parce qu'il y a des revendications et qu'il y a des prises de conscience, je vais y revenir, mais il avance aussi grâce à un contentieux stratégique qui s'organise, en ce compris sur le territoire européen. On a mentionné à plusieurs reprises la Quadrature du Net et les initiatives de différentes associations de défense des droits civils qui permettent de faire avancer les choses. Et ça a été également le cas dans le cadre de Parcoursup, puisque je rappelle que c'est l'UNEF, un syndicat étudiant, qui avait porté l'action, que son intérêt à agir n'a pas été reconnu devant le Conseil d'État et que le Conseil constitutionnel, comme je le disais, a permis d'ouvrir également ce droit de demande aux tiers, ce qui, dans la ligne du rapport d'ailleurs, est encourageant parce qu'il engage aussi la société civile en tant que watchdog pour regarder de près ces pratiques et mener les actions effectives là où le simple citoyen n'a pas nécessairement les moyens de compréhension de ce qui se passe et accès à ces décisions et à ces dispositifs opaques. Après, je crois que le cas britannique, il est particulièrement intéressant parce que c'est vraiment un cas d'espèce de tout ce qui est dénoncé ici. En effet, Ofcal, il y avait à la fois un traitement algorithmique qui était très contestable. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment algorithmique, hein, c'était un traitement statistique assez sommaire. Donc, ça, c'était le premier point. Et deuxièmement, on voit qu'il y a aussi le gros problème qui a été également évoqué des jeux de données qui étaient utilisés. Parce que souvent, la black box, c'est certes un paramétrage, un traitement algorithmique particulier, mais c'est aussi des jeux de données qui vont engendrer et entraîner l'algorithme d'une certaine manière, de sorte à engendrer un certain nombre de résultats. Et c'était le cas dans le cadre d'Ofcal, où finalement les jeux de données qui étaient utilisés n'étaient pas représentatifs et extrêmement restreints pour pouvoir projeter les notes. Si bien qu'on voit parfaitement comment une personne pouvait être touchée dans la décision qui était prise par cet algorithme, puisqu'il y avait très clairement la projection du passé sur le futur, puisqu'on utilisait simplement les bases de données de la cohorte de l'année antérieure, auquel on appliquait un classement qui avait été réalisé par les enseignants. Troisième cas où c'est particulièrement intéressant, Ofcal, et qui rejoint aussi le rapport, c'est qu'il n'y a eu absolument aucun pluralisme des intérêts en présence pour pouvoir adopter le système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans la posture de dire on rejette complètement la technologie, celle-ci peut être utile dans le cadre d'un traitement de gestion volumétrique importante, mais encore faut-il que tous les intérêts en présence soient représentés. Dans le cas d'Ofcal, ils se sont complètement privés de toute l'expertise des établissements, des enseignants, et a fortiori, les étudiants ont eu à aucun moment voix au chapitre. C'est même allé très loin puisque Ofcal avait demandé aux enseignants notamment de rendre des notes prédictives dans le cadre du calcul qui devait être effectué. Et finalement, la note prédictive n'a pas été prise en considération dans la génération de la note finale parce qu'on a considéré que les enseignants étaient trop subjectifs dans la manière dont ils évaluaient les étudiants.
Donc ça, on peut le regretter. Et je crois que c'est aussi une des perspectives d'avenir, de dire, à un moment, si on choisit ce type de système, on implique les acteurs et on fait des choix, parce que c'est toujours politique, qui vont impliquer l'ensemble des parties en présence. Et ça, pour le coup, dans l'exemple d'Ofcal, enfin, l'exemple que vous citiez à l'instant, Caroline, du fait qu'effectivement, on sait, le gouvernement britannique a considéré que les évaluations faites par les professeurs eux-mêmes ne seraient pas fiables parce que biaisées, parce que risquent effectivement de privilégier ses étudiants ou autres. Ça, c'est aussi des choix politiques. Et pour le coup, c'est aussi une manière d'un rapport de force entre les différentes parties prenantes. Si je puis préciser quelque chose par rapport à la remarque que vous venez de faire, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui a décidé ça. Et ça, c'est encore plus révélateur. C'est Ofcal unilatéralement, sans rendre compte de ses choix, qui a décidé que ce n'était pas assez objectif. Et il y a plein... Et alors, donc, la société même de statistiques anglaise a dit, mais si on nous avait ne serait-ce consulté sur le modèle, on aurait pu voir des erreurs manifestes qui auraient pu empêcher un certain nombre de biais qui ont pu être constatés à l'arrivée. Donc c'est ça aussi qui est problématique et qui alimente l'opacité. On a une personne qui va décider comme ça de comment on paramètre avec quel jeu de données. Ça, c'est vraiment problématique. C'est politique, mais c'est pas pris en... mais c'est pas considéré. Merci à vous trois. Alors, dans le module de questions-réponses, il y a une question qui a été la première posée, j'allais dire, que j'ai gardée jusqu'ici parce que je pense qu'elle pose des questions assez larges. Et puis, je vois qu'il y a 5 personnes qui ont jugé que c'était aussi une question intéressante. Donc, je vais vous la poser à vous trois. C'est la question qui est posée par Hubert Guillot qui nous dit, en gros, je vais essayer de le résumer comme ça, mais il dit finalement, le fait que ce soit opaque, peu explicable, ce n'est pas nouveau. Et il prend l'exemple notamment des modalités d'attribution de prêts bancaires où finalement, on ne sait pas expliquer, ce n'est pas justifié auprès des clients. Et donc, la question, j'allais dire, à 1000 euros, est de dire, mais pourquoi finalement ce constat qui est relativement ancien, pourquoi on le fait toujours? Est-ce que, alors il pose des hypothèses, est-ce que c'est par désintérêt des utilisateurs? J'allais dire, à la rigueur, tout le monde est pour la transparence, mais en fin de compte, on ne s'y intéresse pas tant que ça. Est-ce que c'est par faute d'absence ou de pression réglementaire suffisante? Voilà. Quel est votre point de vue? Et donc, vraiment, la question là se pose peut-être à vous trois, et peut-être qu'on peut commencer par Nicolas. Est-ce que déjà vous partagez ce constat de dire c'est ancien et ça ne bouge pas tant? Et puis la deuxième, pourquoi ça ne bouge pas finalement? C'est une très bonne question à laquelle il faudrait des heures pour répondre. Je pense que sur le fond, le livre d'Alain Suppiot, La gouvernance par les nombres, explique bien sur le long terme comment ces systèmes de gouvernement ont été créés. Et après, concrètement, aujourd'hui, oui, évidemment, il y a un désintérêt des utilisateurs, il y a un désintérêt des citoyennes et des citoyens en général pour de très nombreuses politiques publiques. Et concernant la prise de décision automatisée, je pense que la directive e-privacy a fait énormément de mal. C'est celle qui nous oblige tous les jours à cliquer 50 000 fois qu'on accepte les cookies. Ça fait partie de ces décisions où on essaie de faire croire que les citoyennes et les citoyens ont quelque chose à dire, alors qu'en réalité, ils et elles n'ont absolument aucun pouvoir. Quand on doit mentir 10 fois par jour en disant qu'on a lu les conditions générales d'utilisation, ça n'incite pas à se mobiliser pour des problèmes similaires. C'était un point de vue effectivement intéressant. Et ça rappelle aussi les travaux que la CNIL en France avait fait sur la question de la forme des choix et ces questions aussi du consentement. Gaëtan, peut-être même question. Voilà, pourquoi cette situation d'opacité se maintient? Écoutez, je pense que le désintérêt des utilisateurs, il est facile d'en juger par l'extérieur, mais si on observe, du moins au rang des réclamations que l'on reçoit au défenseur des droits, on ne peut pas vraiment parler de désintérêt. Le défenseur des droits a plusieurs fois publié des décisions par rapport à ces systèmes, mais par rapport parfois à leur opacité. Il y a eu des décisions parfois qui caractérisaient des discriminations. Je pense notamment à le fait d'allouer des crédits avec une société en particulier qui utilisait une condition d'âge comme critère bloquant, c'est-à-dire qu'au-delà de l'âge de 75 ans, la personne ne pouvait pas recevoir de crédit, quand bien même elle était dans une situation dans laquelle elle aurait dû pouvoir obtenir ce crédit.
Après, il faut savoir que c'est aussi des secteurs dans lesquels, du moins en matière de discrimination, on va avoir certaines pratiques qui pourront être justifiées. Donc, il convient de faire du cas par cas. Et même si cette opacité est maintenue, quelque part, je peux vous garantir que lorsque ces entreprises reçoivent la visite du défenseur des droits, elles sont obligées de faire preuve de transparence. Caroline, peut-être en reformulant la question, j'allais dire forcément que dans les participants en tout cas j'imagine, j'espère encore que dans les participants de cette session ce matin, tout le monde est convaincu de l'intérêt de moins d'opacité, de plus de transparence et d'explicabilité, mais qu'est-ce qui fait que les choses ne bougent peut-être pas tant que ça? Alors, on parlait beaucoup de l'administration. Moi, je crois qu'il y a un double problème qui tient à la culture administrative et à l'adaptation des structures, parce qu'on voit, bon, ça a été souligné dans le rapport Botorel, ça a été souligné par de nombreux chercheurs. Aujourd'hui, on a des structures qui ne sont pas nécessairement adaptées pour répondre justement à ces besoins en termes de transparence, de communication. Je pense forcément ici à la CADA notamment, qui n'est pas véritablement en France érigée comme un défenseur de l'administré, du citoyen, qui a des procédures qui sont lourdes, qui a parfois des décisions qui sont alambiquées, qui manquent de cohérence. Donc de ce point de vue-là, on a de gros progrès encore à faire, même si on a posé des premiers jalons, il faut le souligner. Et puis, évidemment, il y a cette culture administrative du secret, de l'opacité, qui dépasse la question du digital, mais que la question du digital renouvelle, hein, assurément. Et donc, c'est vrai qu'il y a une réticence de l'administration, encore une fois, à rendre des comptes, bien que ce soit une obligation constitutionnelle, et qu'il va falloir, là encore, faire évoluer notre droit peut-être, nos pratiques assurément, pour pouvoir en effet faire améliorer la question. Voilà. Donc typiquement, je trouve que sur Parcoursup, la manière dont a été construit, on ne va pas rentrer dans la technique juridique, mais le fondement juridique sur lequel s'est posé le refus n'est absolument pas justifié, parce que ce n'est pas une délibération de jury comme dans un concours, comme cet article a été inspiré par. Donc, du coup, je pense que là aussi, on a encore du travail à faire de ce point de vue-là. Très bien. Alors, on se dirige lentement, mais sûrement vers la conclusion de cette table ronde. N'hésitez pas, en tant que participant, à poser vos questions. Je voudrais juste qu'on aborde le dernier point, qui est la question un petit peu des recommandations de politique publique qui figurent dans le rapport. Il y en a un certain nombre et peut-être que ça pose aussi la question de la coordination au niveau européen sur ces questions. Nicolas, je ne sais pas si vous voulez nous présenter peut-être très rapidement, alors Fabio l'a fait, mais peut-être, j'allais dire de votre point de vue, les 2-3 recommandations les plus structurantes. Non, il dit non, mais il va falloir quand même si. Je ne suis pas responsable des recommandations. Peut-être Fabio? Fabio, would you like to say a few words about the policy recommendation? Based on your point of view, which one are the most striking one? Oh, well, the most structured one, I think, the one that we should see first is the register for the public register of algorithms, definitely. And we already been seeing some of it in some cities around Europe, like voluntarily, let's say. Which of course can be good, which is because it's a step in the right direction, but it can also be bad because without standardization, without clear rules for everybody, it only takes, a weird definition of ADM system to actually keep something out of the public view and of course of the transparency process. So I'd say it's really important that this comes from the EU itself and it concerns everybody and makes the rules of the game for everybody. So that would be the most actionable, I think, and immediate one. Even also, it's really important to have auditing processes, of course. But I think that my feeling, at least, is that the discussions there is a little bit more complicated because we still have to really, really understand and pin down what we want from the legislator there. There are things that we can ask for, of course, but it's less clear to my mind, at least. Maybe it's just my competence or skills.
But to me, it's a little less clear. And we definitely, another very, very important thing is we should stop face recognition right now in these kind of uses, of course. We should do it right now because we've seen the consequences every day of letting it spread around uncontrolled, let's say. And we've seen it also outside of Europe, in the US, where it's been challenged and used. It led to arrests, for example, 3 arrests already of wrongful arrest. And of course, all three of them were people of color, persons of color. So, again, it discriminates systematically. And it does affect the life of people, and not all of us in the same way. That's the very important thing to understand. It affects people that are already being discriminated in many senses. So this is very important to me too. Thanks. May I ask you something? May I ask yes, something? Please. Yes. So I was just wondering, on the transparency framework itself, aren't you afraid that we're going to reach that situation where it's going to be exactly like the cookie banners Nicolas was describing? You're going to have a full list of all types of automated decision-making mechanisms. And then how do you plan on empowering people to kind of tackle each of them and claim some kind of explanations or enforce their rights? Is it for me? Oh, okay. I'd say that every rule without enforcement and without understanding from people is void, is null. We can have whatever kind of regulation, and you actually seen with the pandemic, you can have very strict rules around things that you can and cannot do. But if people do not feel them, do not feel that they make sense, that they're not being explained correctly to them, they will be pointless. So again, together with the regulation itself is not, of course, something that changes everything. It does if it's coupled with a continuous work from Algorithm Watch and our organizations and journalists, of course, and all the kinds of watchdogs that we have in democracy that try and keep on explaining why these rules are important to and matter to us all. Of course, you can end up in a lockdown in which you have a lot of regulation that don't matter. But I don't think it will be the case, because when it comes to your pension, when it comes to your job, when it comes to your health, maybe you will be paying attention to that. That's my feeling, at least. Très bien. Merci, Fabio. Le temps passe, alors thanks a lot. On a juste quelques remarques plus. Donc il y a eu cette question qui avait été posée aussi de dire est-ce que les administrations se mettent en ordre de marche. Alors il y a aussi des gens qui travaillent dans la fonction publique dans nos participants ce matin et qui disaient notamment que voilà, il y avait un vrai travail et que ça représentait quand même un travail important qui n'était pas toujours reconnu au sein des administrations. Peut-être pour conclure cet échange et cette matinée, je voudrais poser une petite question à Caroline, Gaëtan et Nicolas, si vous voulez y répondre bien volontiers aussi. Ce serait la question bonus, c'est la question de la prédiction. Au sens où ce qu'on présentait ce matin, c'était l'édition 2020. Et alors, si je vous demande de faire les devins, Gaëtan et Caroline, pour vous, qu'est-ce qu'on va trouver dans le rapport 2021? Again, Fabio, it's something that you can also have a view about. My question was to our panelists. What will be the next points for the report for next year? If I try to do some guess, some prediction. Caroline. Oui, alors on avait déjà évoqué cette question avec Gaëtan notamment, donc nos réponses vont un petit peu se recroiser, je ne veux pas trop en dire non plus, mais je partage totalement son sentiment. Je crois que 2020 a été en partie une année de prise de conscience et c'est des enjeux qui étaient réservés à quelques initiés qui touchent aujourd'hui le public, qui sont sensibilisés à la question. On a parlé les DOFCAL, de Parcoursup, on parle beaucoup de reconnaissance faciale, donc déjà c'est un débat qui entre dans le débat public et on peut espérer, ça c'est la version optimiste, que justement on ait des débats en 2021 sur ces questions-là. Ce que l'on peut s'attendre d'un point de vue plus pragmatique maintenant, c'est bien qu'un certain nombre d'expérimentations continuent à être conduites, notamment sur le terrain des technologies de surveillance,
malheureusement, si je puis dire, mais aussi un développement du contentieux stratégique qui est important, qui gagne du terrain en Europe. Et ce que l'on peut former de nos voeux, c'est d'avoir des décisions en 2021 qui vont continuer à poser les conditions des usages démocratiques. Malheureusement, je suis assez pessimiste sur certaines juridictions, mais je crois quand même que le débat judiciaire va être important cette année. Très bien. Donc peut-être plus de débats, on va dire, sur ces questions-là. Gaëtan? Alors oui, exercice de prédiction. Alors, sachant que l'idée, vous avez bien compris, c'est qu'on vous invitera l'an prochain pour vous mettre devant vos prédictions. Pour ne pas prendre de risques dans ce cas. Voilà. Je dirais qu'effectivement, on va observer encore une multiplication des usages. Je pense qu'on est vraiment, pour l'instant, on va vraiment de tip of the iceberg. Mais en revanche, on peut s'attendre à peut-être un axe qui serait plus ancré sur l'aspect réglementaire de la chose, sur la législation qui va accompagner ces usages, puisque comme on le sait, la Commission s'apprête à dévoiler un peu sa feuille de route d'un projet de règlement autour de ces systèmes de prise de décision automatisés ou de l'IA de manière générale. On peut aussi s'attendre, j'espère, peut-être, je ne veux pas faire preuve de pessimisme, mais peut-être à certaines victoires de la part de ces watchdogs qu'on évoquait et de la société civile, et donc avec des décisions qui vont quelque part nous permettre de mieux interpréter certaines notions qui sont aujourd'hui dans les textes. Si on pense à l'article 22 du RGPD, on attend encore une décision qui nous permettrait vraiment de mettre des mots et des conditions sur cette logique sous-jacente des algorithmes. Ensuite, peut-être qu'il faut regarder également du côté du Conseil de l'Europe, qui, il me semble, travaille à un cadre également réglementaire sur le modèle de ce qui avait été fait autour de la Convention 108+, sur ces questions. Et peut-être un dernier point, il faut s'attendre à avoir certains positionnements de la part de la défenseur des droits sur ces questions. Très bien. Nicolas, vos prédictions pour 2021, s'il y en a? Alors non, complètement. J'ai bien compris que vous n'étiez pas, j'ai compris que vous n'étiez pas voyante, mais journaliste, mais pour le coup, est-ce que… Je ne peux pas faire de prédiction. Ce qui est certain, comme Caroline l'a rappelé à plusieurs reprises, c'est que les technologies de prise de décision automatisée sont en large partie des technologies de contrôle. Et donc, si nos gouvernements veulent continuer à limiter les libertés publiques, ils vont évidemment déployer plus de technologies automatisées. Il y a un point, par contre, qui n'a pas été abordé et qui est très positif, c'est celui de l'équipe pérenne du ministère de l'économie, où on aura à la fin de l'année une vingtaine d'expertes et d'experts qui pourront peut-être auditer les systèmes automatisés déployés en France. Donc ça sera, et ça c'est quelque chose qui est unique à la France. Donc espérons que ça fonctionne. Très bien. Bon, alors on verra si ça répondra en partie ou pas à la dernière question qui arrive un petit peu tard, j'en suis désolé, mais qui était aussi très intéressante de comment on pourrait mieux armer les watchdogs. Je crois qu'il en a été question, c'est créer aussi un cadre légal d'accès aux données et aux systèmes qui aujourd'hui est pas complet, tout le moins en Europe. Merci à tous. Donc, c'était la session de présentation de l'édition française du rapport 2020 Automating Society. Fabio a partagé avec tout le monde dans le chat le lien vers le rapport en français. Et donc, vous êtes invités à le parcourir, à en prendre connaissance et à le rediffuser, bien entendu. Donc, merci à nos trois panélistes. Thank you, Fabio, Carla and Friederike, for your presentation too. And goodbye. Merci beaucoup. Tschüss. Auf Wiedersehen. Au revoir.